Bonjour tout le monde, ici Dr Fred Lambert et bienvenue à la prescription. Dernièrement, j'ai remarqué que souvent, j'essaie d'éviter certaines pensées, certaines idées. Une sorte de joli déni, on pourrait dire. Et personnellement, il y a certains sujets que je préfère ne pas offrir mon attention. Pourquoi? C'est simplement à cause de la peur. De la peur d'avoir peur, d'imaginer le pire, de se dire que si c'est mieux de ne pas y penser, sinon la malchance pourrait nous attraper et ça pourrait ainsi nous arriver. Une sorte de superstition un peu niaiseuse, pour être franc, là, quand même. Ce qui fait que souvent, on passe à côté de quelque chose ou encore de quelqu'un. Et cette semaine, mon invitée est une réalisatrice et elle aborde un sujet difficile qui me terrorise depuis bien longtemps. Et je ne regrette pas un instant d'avoir visionné son premier long-métrage et de jaser tout ça avec elle pendant plus de 2 heures. Chers amis, il me fait plaisir de vous présenter la réalisatrice Geneviève Albert. Après des études en cinéma, Geneviève Albert fait ses débuts avec le documentaire Paul Hébert, le rêveur acharné, en 2007, qui est lancé lors de la 25e édition du FIFA. En 2008, elle réalise un premier court-métrage de fiction, Reviens-tu ce soir, qui circule dans les festivals internationaux. Elle signe ensuite quelques autres courtes fictions, dont La vie heureuse de Gilles Z en 2010, qui ouvre les rendez-vous du cinéma québécois, ainsi que La traversée du salon en 2012. Elle réalise entre autres le court-métrage Érotis en 2015, qui a eu une belle carrière en festival, ainsi que plusieurs émissions documentaires destinées à la télévision. Geneviève Albert travaille actuellement sur l'adaptation cinématographique de la pièce Dimanche Napalm de Sébastien David. Au cours de la dernière année, elle a réalisé son premier long-métrage de fiction qui s'intitule Noémie dit oui, produit par Production Leitmotiv. Voici ma discussion avec la réalisatrice Geneviève Albert. Alors oui, je peux te parler de mon film. Oui, on va parler de ton film. En c'est plus, super. Excellent. Bonne nouvelle aujourd'hui, il va être en compétition. Je viens de voir ça à l'instant, là, en rentrant. J'ai fait « Wow! » on va parler de ça, mais de toute façon, on va aller dans plein de directions aujourd'hui. Je suis tellement contente de faire ça avec toi parce que, tu sais, je suis allée dans quelques émissions de radio, j'ai fait beaucoup de Q&A et tout ça, mais c'est rare qu'on va en profondeur dans un sujet aussi. Oui, c'est ça. Puis souvent, dans le fond, c'est que je me retrouve à parler beaucoup de la prostitution. Ouais. Mais pas tant de mon film au niveau de tous les choix que j'ai pu faire au niveau cinématographique. Là. Oui, puis c'est assez important parce que, tu sais, on peut même déjà plonger là-dedans, si tu veux bien. Le rapport avec le cinéma. Regarde, dernièrement, au podcast, j'ai reçu Sarah Fortin. Oui. Que j'aime beaucoup. Et j'ai reçu aussi Philippe Grégoire qui m'a parlé de son bruit, le bruit des moteurs. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai pas vu. OK, super film. Ouais. Et le film de Sarah aussi que j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est au Québec. Et ce que je trouvais intéressant, c'est dans les deux cas, ce sont deux réalisateurs qui ont déjà fait beaucoup de trucs. Ils ont fait du court-métrage, ils ont fait toutes sortes de projets. Et là, premier long-métrage. Et dans les deux cas, c'est la même thématique. C'est quelque chose qui est très présent au Québec, c'est-à-dire l'identité. Donc, dans le cas de Sarah, c'était l'identité d'une jeune fille dans la fin trentaine, début quarantaine, qui est comme tiraillée avec le territoire et par rapport au peuple autochtone. Et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver, une réconciliation là-dedans. Dans le cas de Philippe,
c'est vraiment plus le territoire juste du Québec. Qu'est-ce que le Québec, ça représente? Par rapport à l'Amérique, par rapport au monde, son positionnement, parce que ça se déroule à Napierville, proche de la frontière. Puis c'est un film identitaire, puis il fait même des citations de cinéma du Québec. Ah oui, OK. C'est vraiment un fantastique film. Oui, il faut que je vois ça. Et là, toi, t'arrives avec un premier film, et c'est pas vraiment identitaire. Non. C'est un peu... Il y a quelque part, il y a le personnage de Noémie a une certaine quête, là. Quête... D'ailleurs, avant qu'on commence, j'ai oublié, je vais lire sur le champ le résumé du film pour que les gens puissent se mettre dans l'ambiance. Alors, après s'être enfuie d'un centre jeunesse, Noémie se lie d'amitié avec un groupe de délinquants et tombe amoureuse d'un proxénète. Après avoir été convaincue par son nouvel amoureux que son mode de vie est sans danger, Noémie se retrouve à se prostituer et fait face aux conséquences du milieu de la prostitution. Donc, c'est le sujet du film qui s'appelle « Noémie dit oui ». Là, on va aller en détail dans le film. Alors, si vous aimez pas les divulgations, des divulgateurs, comme on dit, je vous invite à arrêter tout de suite et d'aller au cinéma voir le film. Si, par contre, ça vous dérange pas, puis que ça va même vous apporter un meilleur regard sur le film, vous pouvez rester avec nous. Alors, on peut se lancer maintenant là-dedans. Donc, c'est ce film, comme tu disais tantôt, ouais, tu es souvent invité à parler de la prostitution, mais le film en soi, peut-être moins. Je me suis amusé à regarder beaucoup ton CV, tout ce que tu as fait. Wow! Oui, je t'ai même regardé un petit peu des petits courts-métrages, des petits trucs que tu as fait. Tu as fait même des clips. Oui. Tu as travaillé. Écoute, c'est assez... Et ça me fascine à chaque fois qu'il y a des gens de cinéma qui viennent à l'émission parler tout le nombre de trucs qu'ils font et qu'ils doivent faire pour comprendre le métier du cinéma. Je dis, tu as étudié à l'UQAM? Oui. En quoi exactement? En cinéma. En études cinématographiques. Ben, à l'époque, en fait, c'est le programme de communication, profil cinéma. Fait que j'étais avec Sarah Fortin, en fait. J'étais dans la même année qu'elle. Steph Lafleur aussi. Je pense qu'il a fait le même diplôme, je pense. Stéphane Lafleur, il a fait le même programme, effectivement, mais il était comme 2 années plus tôt que nous, je pense, quelque chose de même. Et là, à partir de là, tu finis ton diplôme. Là, et tu te lances plus dans du documentaire, si j'ai compris, à ce moment-là. Ou du moins, tu as participé à des projets. Oui, c'est ça. J'ai pas du tout un parcours rectiligne, même si en allant étudier en cinéma, l'objectif, c'était de réaliser des films depuis toujours. Mais quand je suis sortie du bac, la première opportunité qui m'a été offerte, c'est de faire du son. Okay. Parce qu'au bac, ils nous invitaient... En fait, on faisait plein de corps de métier, justement, pour comprendre un peu comment ça fonctionne à un plateau et tout ça. Puis j'avais fait un peu de prise de son, comme plusieurs. Et donc, j'ai commencé comme preneuse de son, en fait. Et j'ai eu la chance, c'est ce qui m'a introduit à tout l'univers des Premières Nations, en fait, avec lesquels je travaille beaucoup depuis, parce que je suis allée tourner des documentaires à titre de preneuse de son chez Les Cris. Okay. Ça a été comme mes premiers contrats. Fait que j'ai fait ça pendant un bout de temps, puis à un moment donné, je me suis dit, mais là, je veux dire, c'est sûr que je peux continuer là-dedans, C'est très en demande, en fait, des preneurs de son, preneuses de son, puis des perchistes, mais c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est très en demande, puis il en manque. Il me semble à chaque fois, je vois ça sur mon fil, j'ai plein d'amis en cinéma qui sont toujours à la recherche de quelqu'un. Ouais. Un directeur photo, on dirait que ça, il y a peut-être une saturation, même, je dirais, puis les gens savent déjà avec qui aller. T'as-tu touché à la photo un peu? Oui. Par contre, je me définirais vraiment pas comme... Tu sais, je considère pas que je peux être directrice photo dans la mesure où, je peux pas vraiment placer une lumière comme du monde, mais j'aime beaucoup cadrer, puis je pense que je suis une bonne cadreuse. Puis je l'ai fait, dans le fond, parmi mon parcours absolument pas rectiligne, j'ai été au Cirque du Soleil dans un... J'avais hâte de parler de ça, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que quand j'ai vu Cirque du Soleil, 2 ans, actrice... Ouais, j'étais comme actrice caméra woman. En fait. OK. C'est ça. C'était un super show, ça s'appelait Iris. C'était un spectacle du Cirque du Soleil sur l'histoire du cinéma. OK. Et donc, ils recherchaient l'audition, la recherche de casting qu'ils ont fait, l'appel de casting qu'ils ont fait, c'est qu'ils cherchaient une caméra woman danseuse. Puis moi, j'étais pas caméra woman, puis j'étais pas danseuse. Mais je me suis dit, moi, je suis capable de faire ça.
Pour vrai? OK. Oui, oui. Fait que j'ai pris des cours de danse. J'ai demandé à ma copine Geneviève Perron, qui est directrice photo, de me cuer un peu. C'est ça, pour apprendre à filmer. Parce que je savais qu'il fallait que je filme des corps en mouvement, évidemment, là, au Cirque du Soleil. Oui. Bon. Puis, finalement, j'ai décroché l'audition. Wow. Et c'est parce que j'ai pas l'impression que ce show-là est venu à Montréal. Non, c'est ça. C'est un show permanent à Los Angeles. Et donc, j'avais cadré un peu sur mon documentaire Paul Hébert, j'avais cadré sur le petit court-métrage que j'ai fait, La vie heureuse de Gilles Z. Oui. Donc, j'aime cadrer. Puis ce contrat-là que j'ai fait au cirque, finalement, c'est mes aptitudes de cadreuse qui recherchaient, plus une aptitude de présence scénique. OK, carrément. Puis donc, tu as habité LA pour 2 ans. Oui, 2-3 ans. 2-3 ans. Ouais. Tu aimais ça? Oui, j'aimais ça. Quand même oui. capitale du cinéma américain. Oui. Est-ce que tu as réussi à... Parce que je sais comment fonctionnent quand même généralement les productions du cirque. Une fois que la production est prête, je veux dire, tu vas puncher tes shows, puis il y a comme c'est un horaire super strict, mais n'empêche que tu as beaucoup de temps. Moi, j'ai des amis qui ont fait le cirque, qui ont réussi à faire un cours d'ambulancier en même temps, là, en prévision de revenir ici, puis qui perdaient tous leurs contrats, tous leurs contacts. Oui. Comme musicien, je parle. Et alors, ils faisaient un cours en même temps à Las Vegas ou bien à LA. Toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Est-ce que tu allais justement au cinéma, tu allais voir les studios? T'as-tu profité un peu de ça ou pas du tout? Je suis allée beaucoup au cinéma, oui, mais tu sais, on avait beaucoup des shows le soir puis l'après-midi, fait que pour les horaires de cinéma, c'était pas idéal. Mais des fois, je me garochais au Chinese Theater, qui était juste à côté du Kodak Theater, comme entre les deux shows, quand il y avait... Tu sais, des fois, il y avait un film qui était juste au bon moment. Cool, ça. Puis je courais, j'allais voir un film, puis après ça, j'allais faire le deuxième show. Puis le buzz, parce que c'est quand même... Moi, j'ai un peu travaillé à Los Angeles. T'as pas eu le buzz tu voulais pas rester là puis tenter ta chance. Tout le monde veut un peu un jour faire ça, là. Toi, t'as fait... Non. T'es assez avec le cirque? Non, c'est pas ça. C'est que, moi, je veux réaliser des films en français. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça que je suis capable d'écrire. Je sais pas, je serais capable de pondre un scénario en anglais, peut-être. Mais, tu sais, percer à Los Angeles, là, si tu pars de rien comme moi, c'est-à-dire que je partais de rien. Tu sais, je partais pas je sais pas moi, d'un court-métrage qui avait gagné le premier prix à Sundance, là. Et même encore, c'est un court-métrage qui gagne un prix à Sundance, ils t'attendent pas à aller avec les bras ouverts. Du tout. Donc, tu sais, les success stories qu'il y a un peu de gens qui ont percé à LA, c'est parce qu'ils ont fait un premier film québécois qui a été remarqué, aux Oscars. C'est comme la grosse porte d'entrée. Puis à partir de ce moment-là, tu te mets à réaliser des choses à Los Angeles. Puis même là, c'est rien de garanti. Même quand on regarde Xavier Dolan, quand il a eu sa chance aux États-Unis, ça c'est comme moyen passé. Oui. C'est pas de sa faute, c'est la vie. C'est comme... Il y a quand même... Il y a tout dans le cinéma, il y a un truc que je trouve qu'on mentionne pas assez. C'est sûr que le gros travail, c'est très... Faut être vraiment... Faut être discipliné, il faut travailler dur, mais il y a aussi l'aspect de la chance dans tout ça qui est quand même qui est important. Tu sais, être à la place au bon moment, avec les bonnes personnes, bien entourées. Tu sais, c'est comme il y a tout ça. Donc, revenons à Cirque du Soleil. Donc, tu fais ta caméra woman show, danseuse, truc. Tu prends l'expérience de scène, ça c'est cool. Oui. Tu cadres, c'est cool aussi. Et là, tu décides finalement, est-ce que la production a continué? Puis toi, tu fais, OK, je termine mon contrat, je retourne au Québec. Non, c'est que le show a fermé malheureusement, beaucoup plus tôt que prévu. C'était un show qui était supposé durer 10 ans, puis il a duré 1 an et demi. Donc, c'est ça. Mais moi, j'avoue que ça faisait mon affaire parce que c'était une super belle expérience que j'aurais pas pu... comment dire? C'était pas quelque chose que je pouvais appréhender, là. C'est comme débarquer dans ma cour de façon très surprenante. Puis je suis sautée sur cette occasion-là. Mais j'étais prête à revenir, moi. Parce que je savais que je voulais retourner au cinéma après cette expérience-là. Donc, ça comme... Ça a été un bon timing pour moi. Mais c'est quand même cool. Puis ça, t'étais avec quel âge? T'étais rendu dans vingtaine? Trentaine. T'étais dans la trentaine déjà. Oui. Donc, tu reviens à Montréal, tu reconstruis tes contacts. Oui. Tout à refaire, tout ça. Tout à refaire. Ta première réalisation en revenant, c'était quoi? Parce que j'ai vu que tu as fait un peu de corporatif parfois, tu avais des jobs ici et là, tu avais le clip. Donc, quand tu es revenu, je présume que tu as comme juste bâti en faisant des contrats de réalisation. En fait, avec l'argent que j'ai fait à Los Angeles, je me suis comme payé l'écriture de Noémie Dioui. Carrément, en fait, à cet endroit. Ça, c'est combien d'années?
Ça fait combien moi, de temps? j'ai travaillé... Ça fait 7 ans. C'est ça, j'ai travaillé 7 ans sur le Midi, oui. Mais ça me fait capoter. Sarah Fortin, qui était venue ici, on a parlé, puis nous, au Québec, elle me disait, je pense que ça a pris 9 ans avant d'être capable d'arriver en prod, là, tu sais. C'est ça, oui. Avant d'arriver en prod, puis elle me racontait tout ça, puis elle dit, comment elle dit ça, disait ça bien, elle disait, je sais pas si je suis juste travaillante ou si je suis nounoune de persister à continuer à juste faire ça. Puis de me donner tout le temps là-dessus. Puis je trouvais ça beau parce que c'est vrai qu'il y a un peu de folie là-dedans de s'accrocher à un sujet. Puis toi, donc, l'écriture a commencé il y a 8 ans ou 7 ans. Donc, 8 ans, parce que le tournage est arrivé après. Donc, environ. 7-8 ans, j'avoue que là, je m'y perds un peu. Mais tu sais, au début, j'avais pas du tout une déclare de ce que je voulais faire. Là, mais j'étais comme, bon, ben, je suis revenue au Québec. Je veux faire du cinéma. Je veux faire mon premier film. Je me lance. Ouais, tu te lances par toi-même, par tes convictions. Ouais. Évidemment, on va toujours en parler parce que ça fait partie du sujet du film. Bien sûr. C'est allé d'où? D'où vient cette idée-là? J'ai lu aucune entrevue à propos de toi. Je voulais pas me laisser imprégner. Je voulais rien savoir de ça. Je voulais avoir vraiment tes mots bruts sur le sujet. Donc, ça vient d'où, ce sujet? Au départ, en fait, j'avais entendu une entrevue à la radio sur une jeune fille qui était en centre jeunesse. En fait, plusieurs jeunes filles qui parlaient à la radio de leur expérience en centre jeunesse. J'avais été complètement bouleversée par cette émission de radio-là. Puis je m'étais dit, voyons, c'est quoi cette vie-là, tu sais, que les jeunes vivent en centre jeunesse. Puis ça, c'était avant Pods, puis son film 10 et demi. C'était avant aussi, tu sais, il y a des documentaires qui sont sortis là-dessus. Bon, c'était avant tout ça, c'est ça. Mais là... pendant que j'étais en train de faire de la recherche auprès de ces jeunes filles-là, parce qu'en fait, j'ai demandé au centre jeunesse de passer un été avec elles à titre d'observatrice. Donc, je faisais rien d'autre que d'aller au centre jeunesse, puis de parler avec elles, puis de faire des activités avec elles, puis juste d'entrer en communication pour savoir d'où elles venaient, comment elles étaient, tu sais. Parce que c'est ça, je pense que dans ma démarche de cinéaste, clairement, j'ai besoin de m'abreuver à la réalité, là, tu sais. Et donc, en les côtoyant, c'est là que j'ai commencé à entendre des histoires de prostitution, de jeunes filles qui fuguaient pour aller se prostituer. Et là, j'en suis pas revenue. Là. Mais ça, t'as entendu ces histoires-là quand t'étais sur place? Oui, c'est ça. Puis pas nécessairement de la part des jeunes filles, parce que, bon, ils vont pas nécessairement le dire, mais de la part des éducatrices, puis des éducateurs. Puis ça, c'est fou, parce que c'est ça, ça fait 8 ans, mettons, 7-8 ans. De ça, moi, je me souviens que la première fois que j'ai été en contact avec cette information-là sur la prostitution mineure lors du Grand Prix, parce que oui, on peut le dire aussi dans le film, ça se déroule pendant le Grand Prix de Montréal, je pense que c'est l'année avant la pandémie. Il y avait eu une série d'articles, et ça fait seulement 4 ans. Bon, toi, tu as eu le droit à cette information-là bien avant, parce que je me souviens que c'était vraiment, j'étais outré d'apprendre ça, puis apparemment, c'était monnaie courante, que ça avait lieu depuis longtemps. Donc, toi, déjà, avant même qu'on ait des reportages sur ça, t'avais déjà les pieds dedans, là. Wow! Oui. Okay. Ben oui, puis j'étais bien déçue. Pourquoi t'as dit parce que... c'est-à-dire, je me suis un peu fait bypasser par Fugueuse, tu sais. Moi, j'aurais aimé ça, peut-être que c'est juste mon ego qui parle, mais j'aurais aimé ça être celle qui porte à l'écran la réalité de l'exploitation sexuelle des mineurs puis de la prostitution. Oui, mais t'amènes un autre angle aussi dans le film. C'est sûr. Ben oui, vraiment pas pareil. Là. Ben non, je sais bien. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé faire mon film pareil, parce que il a fallu que je prouve mon point. Mais c'est ça, moi, j'avais eu l'idée, dans le fond, avant que le Québec soit conscientisé par rapport à cette réalité-là. Ouais, non, c'est ça. Et au tout début du film, il y a une petite dédicace. Oui. Cette dédicace-là, tu t'amuses pour ce film-là ou c'est indiscret? Non, pas du tout. Pas en du même tout. temps, je me demandais. Oui. Non, puis tu sais, je lui ai demandé la permission aussi de mettre ça pour qu'elle soit, qu'elle soit correcte. En fait, c'est une jeune fille qui est maintenant une jeune femme. Quand je l'ai rencontrée, elle était adolescente, en fait, puis elle était escorte. Okay. À 16 ans. Et donc, elle m'a beaucoup, beaucoup partagé son vécu dans la prostitution. Wow. C'est beaucoup grâce à elle, en fait, que j'ai pu faire un film qui soit assez collé sur la réalité, là, sans tomber dans des clichés autour de la prostitution. Elle a été très, très généreuse avec moi, puis je la remercie. Puis donc, le film
je le fais pour tout le monde, mais je le fais beaucoup pour elle. Là, oui, absolument. Ouais. Elle était très contente que le film soit financé, en fait, parce que, tu sais, elle attendait à chaque fois. Moi, j'ai eu 6 dépôts à la SODEC, là, ça a été long avant d'avoir l'argent de la production. Puis quand j'ai eu l'argent en production, elle était vraiment très touchée de ça, parce que en quelque part, ça vient valider son vécu, tu sais. Ça vient donner... ça le rend visible, ça lui donne une présence dans notre espace médiatique. Donc, elle était vraiment touchée. Vraiment, puis c'est bien que tu le dis aussi dans l'espace médiatique, parce qu'en ce moment, les gens parlent beaucoup du film. Le film a été longtemps à l'écran. C'est très cool. Donc, là, tu fais tes 6 dépôts, des corrections, des remarques. Là, tu adaptes ça pour justement essayer d'avoir ton financement. Tu reçois un financement. Est-ce que tu fais partie de ces réalisatrices ou réalisateurs qui reçoivent pas le financement qu'ils souhaitent, puis qui doivent un peu couper les coins, puis qui doivent trouver des moyens ingénieux pour arriver à la production? Non. Non, tu as réussi à avoir ce que tu voulais. Moi, j'ai été super chanceuse. Ça, c'est cool, ça, par exemple. Oui, non, nous, ça a été... je suis très, très chanceuse et reconnaissante des institutions de m'avoir soutenue comme ça, parce que on a eu plus d'argent que ce qu'on a demandé, en fait. Puis ça paraît dans le film, parce que on sent pas que... Il n'y a pas une scène qui semble inutile ou qui semble un peu comme croche. Dans le film, tu sais, ça se tient assez... ça se tient même très bien, là, tu sais. Je tiens à mentionner ma collaboration avec ma productrice, Patricia Bergeron, parce que, tu sais, la production, c'est quand même fondamental dans un film, dans la mesure où s'il décide qu'il va en avoir juste 25 journées de tournage, puis que moi, j'en voulais 29, ben ça peut s'arrêter là. Puis ça fait qu'il y a des scènes qui sont... tournées plus à la va-vite, ou beaucoup de scènes qui sont coupées du scénario parce qu'on n'a pas le temps de les faire. Mais ma productrice, elle m'a vraiment... était vraiment derrière moi dans les choix créatifs. Puis des fois, c'était tough. Je veux dire, comme n'importe quel prod, à un moment donné, on s'ostine sur des choix de réalisation, production. Mais elle m'a vraiment permis de faire le film que je voulais faire. Wow. Ouais. Ça, c'est très cool. Et là, combien de temps de tournage pour faire ce film-là? 29 jours. 29? Oui. OK. Oui. Non-stop, back-à-back, ou c'était des semaines déplacées, tout ça? Back-à-back. Wow. OK. En pleine pandémie. En pleine pandémie, je me posais une question tout le long quand il y a certaines scènes qui ont lieu comme au Grand Prix. C'était vraiment le Grand Prix? Vous êtes pointé filmé là? Non! Mais je suis contente que tu me poses la question parce que ça veut dire... le Grand Prix n'existait... Il était en suspens pendant ce temps-là. Oui. Non, c'est mon extraordinaire équipe de direction artistique menée par Ludovic Dufresne qui a recréé le Grand Prix de Montréal sur la rue Crescent. On y croit full. C'est hallucinant. Non, je sais, tu sais, puis on n'avait pas... En fait, une des remarques qu'on a eues d'une personne qui travaille dans les institutions, justement, je pense que c'était quelqu'un qui travaille à Téléfilm, nous a dit « Mon Dieu, combien vous avez eu pour faire votre film? 4 millions? » Je dis « Ah, non. On n'a pas du tout 4 millions. » Mais c'est parce que ça a l'air, tu sais... Ça a l'air d'un film qui a eu plus de budget que ce qu'on a eu, là, tu sais. Non, puis tu sais, l'espèce de... Je pense une espèce de travelling où ça se promène, puis on a les voitures, on a les gens qui se promènent. Puis tu sais, même les touristes ont l'air vrais, là. Puis je savais que vous aviez tourné pendant la pandémie, puis ça m'a tout mis en doute. J'ai fait, écoute, il y a eu un Grand Prix, je m'en suis même pas rendu compte. Mais donc, OK, pas pire quand même. 29 jours de tournage pour arriver à ça, c'est pas rien parce qu'il y a plein de... Écoute, moi, tout le long du film, moi, j'aime, évidemment... Tu sais, c'est une histoire... Moi, je vais te parler comment moi j'ai vu le film. T'sais. Oui. J'ai vu ça classique, comme un opéra. Les 3 actes sont présents. 3 actes super différents. Un film... Tu sais, j'ai pas vu la bande-annonce avant de voir, parce que je voulais pas, je déteste les bandes-annonces. Moi aussi, je pense que j'ai décidé dans la vie que c'est terminé, je regarde plus les bandes-annonces. Je regarde le poster, le petit synopsis, puis après je vais voir le film. Parce que je savais pas trop où c'est que ça s'en allait, nécessairement. Le film commence dramatique, lourd. On a Noémie qui va rencontrer sa mère avec sa mère, qui veut pas d'elle. Là, j'étais, OK. C'est triste, surtout triste. Au début, c'est triste. Ben oui. Mais quand vient le jour où elle se fait convaincre de faire la prostitution et quand vient le jour du Grand Prix, pour vrai, même je trouvais que dans le processus que tu filmais, le film devenait un film d'horreur. Pour moi, c'était un film d'horreur. Puis c'est le pire cauchemar. J'ai 2 petites filles. J'ai pas super bien dormi après ton film quand même parce que j'ai repensé à des images. Puis c'est vraiment le processus de l'horreur. J'étais là, puis je regardais ça, puis je me disais, tu sais, t'as eu la bonne idée de pas tout montrer. Des fois, on a l'impression... Tu suggères un tableau, un flou.
Puis là, tu sais, quelqu'un qui était dans la chambre, qui s'en va, qui claque la porte, elle qui crie. Puis là, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ça va nourrir ton imaginaire. Écoute, je me sentais pas bien, là. Je me sentais pas bien. Mais en même temps, j'ai trouvé, tu sais, avec le bruit des voitures qui montre le nombre de clients qu'elle a, tout ça, c'est super violent, tu sais, psychologiquement à regarder, mais ça reste, tu sais. Moi, je vais toujours m'en souvenir de ça, puis même le bruit de la voiture qui clenche là-dessus. Ma grosse question, c'est le casting des mauvais garçons. Moi, tout le long, je me disais, comment ces hommes-là... Je veux dire, oui, il faut gagner sa vie, il y a des acteurs, mais c'est quand même plusieurs mauvais garçons à casser. Je pense que j'ai jamais vu autant de mauvais gars dans un film, dans un seul film. Puis on les connaît pas. Je les ai jamais vus avant. Je veux dire, c'est la bonne affaire aussi. En général, dans ton casting, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vedette. À part, bon, il y avait elle avait joué Noémie dans le film avant qu'elle a fait Statue les Lucioles. La déesse des mouches à feu. Des mouches à feu, pardon. Oui, c'est ça. Mais à part ça, je veux dire, c'est du monde qu'on a peut-être vu un peu, mais en général, ça donnait un côté super réaliste. C'était-tu volontaire ou quand tu as fait ça, tu as fait, OK, moi je vais avec du monde un peu moins, pas trop vedette, pour essayer de teinter, parce que vraiment, d'habitude, je suis capable de reconnaître un peu de monde. Là, je connais pas mal de monde. Là, j'avais de la misère à... J'étais là, c'est tous des gens que je connais pas, là, tu sais. Oui. C'était volontaire. J'imagine que oui. En même temps, je sais pas comment dire, j'ai pas fait le casting avec cette idée-là en tête, mais c'est que moi-même, je sais pas, comme Joanie Martel, par exemple, qui joue l'éducatrice, tu sais. Bon, elle est un petit peu plus connue, Joanie, c'est-à-dire qu'elle joue à la télé puis tout ça. Bon, moi, je regarde pas beaucoup la télé, fait que c'est vrai que pour moi, elle était pas connue, là. Mais, tu sais, si j'avais pris quelqu'un de plus connu, effectivement, peut-être qu'on s'identifie moins ou c'est moins crédible ou ça nous enlève une couche de vérité. Mais c'est ça. Sinon, c'est parce que j'avais un casting essentiellement adolescent aussi, donc des jeunes acteurs qu'on a moins vus. Puis au niveau des clients, ben c'est sûr, bon, c'est des petits rôles, hein? Mais ce qui est fou, c'est que c'est des petits rôles, puis c'est des petits rôles vraiment difficiles. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a levé la main là, pour faire ces rôles-là. Cela étant dit, on a eu plus que ce que je pensais quand même. C'est-à-dire que j'ai pu choisir. Tu sais, j'ai pas juste eu... je sais pas, on m'a pas juste imposé un casting parce qu'il y avait donc personne qui voulait faire ces rôles-là. Puis ce que j'ai fait, en fait, c'est que je leur ai demandé de faire un self-tape. C'est vrai, pandémie, c'est vrai. C'est ça. Puis après, j'ai sélectionné 2 acteurs pour chaque rôle que je trouvais bon. Puis après, j'ai fait des entrevues filmées avec eux. C'est-à-dire que je faisais des rencontres Zoom où là, je leur parlais du film, je leur parlais de ma position par rapport à la prostitution, puis je les entendre parler juste pour sentir quel genre de personne était, parce que c'est quand même un film délicat. Ouais. Et après, on a tout regardé ça. J'ai regardé ça avec Kelly Depeau, en fait, qui interprète Noémie, pour qu'elle puisse les choisir avec moi. Pour qu'elle puisse choisir les acteurs avec lesquels avec lesquels elle allait se sentir le plus à l'aise. En plus, elle avait 18 ans lors du tournage, je pense. Oui, en fait, elle venait juste d'avoir 19. Oui. OK. Oui. Est-ce que c'est... j'ai l'impression, parce que j'ai vu un peu des photos de vous deux travailler ensemble, des petites vidéos, ça avait l'air agréable. Oui, C'est l'été, oui. Oui, ça a été un super tournage. Ça a été très exigeant pour Kelly, parce qu'elle apportait le film sur ses épaules. Elle est là dans 100% des scènes, donc c'était 29 jours de tournage sans arrêt. Puis, on s'est super bien préparé pour les 5 jours de prostitution, entre autres dans la chambre d'hôtel. On s'est très, très bien préparé. Fait que le tournage s'est super bien passé, mais c'est sûr que la lourdeur de ce rôle-là a quand même rattrapé Kelly par la suite. Fait qu'elle, ça a été difficile après le tournage. Oui, ça a été difficile. Puis c'est normal. Puis je veux dire, comment dire, on pouvait pas l'appréhender. C'est-à-dire que, tu sais jamais comment tu vas réagir. Il faut comme que tu le vives pour le savoir. Mais oui, effectivement, elle a été quand même troublée par ce rôle-là. Sûrement. Puis ça va y rester aussi parce que c'était une expérience. Autant... Même si l'ambiance est super le fun sur le lieu de tournage, ça demeure que le sujet il est quand même un peu élevé. Et elle fait, tu sais, il y a des scènes. Tu sais, je me suis posé une question parce que le film est coté 16 ans et plus. Je peux comprendre, mais en même temps, j'étais un peu déçu qu'il soit pas 13 ans, honnêtement. Juste parce qu'il y a tout un pan d'ados qui devraient le voir, ce film-là. Qui est exactement la tranche entre 13 et 16. C'est où? Comment est-ce que...
Est-ce que tu t'es fait donner la cote, puis c'est comme obligatoire, tu peux pas contester? Je sais même pas comment ça fonctionne, ce truc-là. Ouais. Ben, on s'est fait donner la cote, on a contesté et on a perdu. C'est ça qui s'est passé. OK, t'as le droit de contester oui, dans ces temps-là. t'as le droit de contester. Oui. OK. Comme la DS avait réussi à descendre la cote de 16 à 14. C'était 16? Oui, c'était 16 la DS. Puis on réussit à le baisser à 14. OK, tu m'en apprends une bonne. Ouais. OK. Écoute, c'est quoi les arguments quand ils arrivent avec ça? Ils disent parce qu'il y a trop de sexualité ou il y a trop de trucs difficiles à regarder, puis il y a comme une grille, je présume. C'est quoi? J'imagine, mais bon, c'est des humains qui évaluent un projet quand même, donc il y a quelque chose de très subjectif. C'est sûr que c'est un film, je pense que les adolescents... Moi, j'aimerais ça que les adolescents puissent le voir là, à partir de 14 ans, tu sais. Mais je pense qu'il faut être accompagné, sans doute. À 13, c'est accompagné. C'est ça. 16, c'est 16 ans. C'est ça, c'est ça. Moi, j'aurais trouvé ça fort pertinent. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a des drôles de trucs qui se font avec les classements d'âge. Tu sais, je me rappelle, quand j'avais 15 ou 16, il y avait eu l'espèce de film d'Oliver Stone, Natural Bone Killer, qui a sorti 18 ans et plus. Puis c'était la grosse affaire dans les journaux. Je me souviens, il fallait que tu aies ta carte du tableau. J'ai pas pu le voir en salle. Puis aujourd'hui, tu le loues, il est 13 ans et plus. On dirait que, tu sais, il est comme... Ouais. Intéressant. Il y a plein de films qui, avec le temps... Ah oui. Puis je le vois, là, vraiment comme s'il y avait une endurance. Écoute, regarde, un autre exemple... Là, je ramène pas les meilleurs films du monde, là, mais tu sais, il y avait Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, qui était 18 ans et plus, mais je voulais vraiment le voir. Aujourd'hui, il est 13 ans, tu sais. Wow. Donc, ça change. Je pense que avec les mœurs, c'est avec les mœurs, puis les gens sont peut-être dans quelques années. Honnêtement, peut-être dans quelques années, ça va être un film qu'ils vont montrer dans des cours, peut-être, mais peut-être pas maintenant. Je sais pas. Mais tu sais, considérant tout ce à quoi les jeunes ont accès maintenant sur le web, c'est spécial que mon film soit pas vu parce que, tu sais, oui, c'est difficile, il y a de la prostitution, mais quand même, j'ai une caméra qui est assez pudique au final, dans la mesure où c'est pas comme le festival du génital, là, mon film. Là, vraiment pas. Non. Je suis pas tombée dans, je sais pas, du sensationnalisme ou je sais pas quoi, tu sais. Donc... Puis voilà. Les clients qu'on voit, là, que les personnages, vraiment, parce que c'est des personnages quick, on les voit pas longtemps, tout ça... Ça, c'est encore une fois basé sur des expériences, des gens qui ont dit, ben oui, c'est déjà arrivé qu'il y a un monsieur qui est arrivé avec son fils, puis qu'il payait pour que le fils se fasse des vierges ou whatever. Puis, donc, c'est tout ça, tous ces exemples-là, c'est vraiment pas de l'invention. Donc, t'es vraiment dans une affaire, des trucs que tu t'es fait raconter. Ben, c'est un peu des deux, je dirais. C'est un peu des deux, mais c'est tout dans le domaine du possible. C'est tout dans le domaine du possible. Oui. Alors, je te jure, ça, c'était... l'espèce d'horreur. Et, puis revenons, maintenant, ça, c'était les deux premiers actes, drame, horreur, puis on arrive à la fin. Puis là, à cette fin-là, on va pouvoir en parler quand même de la fin? Ben oui. OK, parfait. C'est une super cool fin, qui est comme une espèce de rédemption un peu, je pense. On peut-tu dire ça comme ça? Je laisse comme l'interprétation de la fin aux gens. Je trouve ça intéressant de voir comment, en fait, ils la reçoivent. En fait, j'ai envie de te poser la question. Okay. Toi, comment tu l'as vu, la fin? Je me suis posé plein de questions. Ouais, parce que, premièrement, je me suis dit... J'ai posé, j'ai réfléchi, j'ai reculé, j'ai réécouté. Puis j'ai fait, ça peut vraiment changer parce que elle demande à la dame qui conduit la voiture d'aller la porter dans une grande maison, rejoindre ses sœurs. Bon, instinctivement, on pense à l'endroit où est-ce qu'elle était au tout début, au Centre Jeunesse. Mais il y a le téléphone. Elle prend pas son téléphone puis elle fait une espèce de move sur le piton. C'est le téléphone de la femme qui conduit, de la conductrice. C'est ça. Puis là, elle monte dehors, elle prend l'air, là, elle met de la musique. Ouais. Là, elle se sent comme un peu libérée. Puis j'ai l'impression... Pour un instant, je me dis, je sais pas si elle s'est rendue là-bas ou pas. Ouais, c'est bon. Moi, je me suis dit, je suis pas certain qu'elle s'est rendue. Je pense qu'elle est allée ailleurs. Ouais. Moi, je suis allé là. Super. C'est bien. Moi, j'ai fait une fin qui était assez lumineuse, tu sais, après un film quand même assez noirci. Mais c'est vrai que... Puis donc, plusieurs voient ça comme Noémie retourne au Centre Jeunesse, puis c'était juste un mauvais week-end, puis par chance,
sais, elle s'en est sortie. Elle retrouve son chemin. Exactement. Moi, la version que j'ai dans ma tête, c'est peut-être un petit peu moins Walt Disney que ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que, oui, elle peut retourner au centre, mais c'est pas dit qu'elle va pas refuguer la semaine prochaine, tu sais. Non. C'est-à-dire que c'est ça le drame des filles puis des hommes aussi, des garçons puis des filles qui se retrouvent dans la prostitution, c'est que à partir du moment où tu mets le pied là-dedans, là, c'est vraiment difficile d'en sortir. Puis tu sais que c'est quoi, puis tu prends une pause, puis après un certain temps, peut-être qu'il y en a qui disent « Ah, c'était pas si pire », ou bien ou ils savent comment in and out, ils savent comment rentrer-sortir, non? Non, c'est pas tellement ça, c'est plus que c'est très complexe, là, tu sais, mais se prostituer, ça vient jouer dans des zones de destruction, en fait, puis ça brise une estime de soi, ça crée beaucoup de traumatisme. Et donc, c'est que tu y retournes parce que tu te sens déjà comme de la merde ou t'as déjà une partie détruite, fait que tu dis, ben tant qu'à faire, je vais y retourner, puis gars, lui, il était cool avec moi, finalement, puis tu sais, je vais aller chiller avec ce monde-là, tu sais, eux, ils me trouvent cool d'être escorte, fait que je vais y retourner, puis là, c'est compliqué. Ouais, non, c'est ça. C'est des escalades ou plutôt des descentes, là, c'est un peu sans fin, c'est un peu sans fin. Puis en même temps, ouais, c'est ça. OK, donc c'est pas si Walt Disney que ça, ton truc, dans ta tête. Ah, je suis content de savoir que c'est ça, parce que je le sentais même dans l'ambiance, dans le plan, même la musique, le regard, comment c'était même filmé. Je suis pas certain que c'est pas définitif comme fin. Je trouvais qu'il y avait une autre interprétation. Ouais. C'est vrai que c'est dans son regard. T'as raison. Moi, en fait, cette scène-là m'émeut encore, la finale. Kelly, je trouve qu'elle a... Tu sais, elle crie, puis elle a quelque chose dans son regard où, tu sais, elle essaie de se défaire de ce qu'elle vient de vivre, de reprendre un pouvoir, puis de... Tu sais, elle crie du plus fort qu'elle peut. Ouais. Mais... Puis ça passe dans son regard, mais c'est pas de la grosse joie dans son regard, là. C'est pas comme... Ouais. Il y a... Non, il y a une grosse cicatrice qui s'est faite. Ouais, c'est ça. Qui est maintenant, qui va être là pour toujours. C'est ça. Puis c'est comment elle la prend, puis comment elle la patch, ou peut-être pas, ou qu'elle la laisse vivre ouverte, là, c'est un peu ça. Il y avait, évidemment, moi, j'étais un peu geek. Moi, j'aime bien regarder tous les petits détails dans les plans, puis qu'est-ce qui se passe et tout ça, tu sais. Puis moi, j'aimais, tu sais, bien que le moment où est-ce qu'elle va rencontrer son ami, je pense que c'est comme dans un centre d'achat, là, comme elle téléphone dans une salle de bowling. Salle de bowling. Téléphone, elle attend. Là, les gens qui crient au loin, puis on sent du danger, puis que finalement, c'est la belle voiture qui arrive devant, mais qui est 1000 fois plus dangereuse que les autres qui étaient en arrière. Toute cette espèce de truc-là, des petits... ça va toujours vite, c'est ça que j'ai remarqué dans le film, c'est que ça allait souvent vite avec des petits procédés comme ça, que j'appréciais beaucoup. Exemple aussi, quand, après de la première journée de prostitution, quand elle retourne, puis qu'il y a l'espèce d'écriteau, il y a un gars qui l'amène dans la chambre. Je pense que tu as mis un truc en arrière-plan, c'était Never Stop Working. Ou, Pour vrai? Tu n'as pas remarqué? Il y a quelqu'un qui a mis en arrière-plan dans le décor. C'est comme Always Working. Ou c'est comme une espèce de scène comme des années 50 un peu, qui est là, puis là, elle s'en va dans la chambre, puis c'est là qu'elle se fait violer. T'sais. Ah oui, OK. Puis c'est comme un petit détail comme ça que j'ai remarqué. Puis ça, je trouvais ça cool. Les mains que tu filmes beaucoup. Oui. C'est la partie du corps qu'on voit le plus dans le film. C'est vrai. Puis tout le long du film, je me suis dit, hey, j'ai jamais vu autant des mains. C'est la main que lorsqu'elle passe sur la vitre, la demande en mariage, on pourrait dire ainsi, ou fiançailles. Une espèce de fiançailles au tie wrap. Ouais, puis la réglisse autour des doigts. Beaucoup de plans de mains. C'est vrai? C'était-tu volontaire? Moi, après, je me suis dit, il y a de quoi qui se passe avec les doigts. Il y a quelque chose qui se passe avec les doigts. Il y a une signification profonde sur... Après, je me disais, peut-être sur le toucher, il y a quelque chose. Mais je me suis mis à réfléchir beaucoup à ça. Je ne sais pas si c'était volontaire, peut-être involontaire, je ne sais pas. C'était involontaire. Ah, d'accord. C'est volontaire. Ben oui. Mais la seule chose peut-être que ça traduit, c'est que je resterais très proche de mon personnage principal pendant la totalité du film, en fait. Et donc, le fait de voir beaucoup de mains, je pense que ça dit simplement que c'est une caméra qui est près de la protagoniste à tout moment. Oui, c'est ça. Il y a une proximité. Oui, une intimité. Donc, peut-être que les mains participent encore davantage
souligner. Non, puis c'est les mains. Écoute, en tout cas, le nombre de fois, j'arrêtais pas de voir ce petit signe-là, puis je l'interprétais même quand dans la prostitution, quand elle se prostitue, il y a encore des plans de main. En tout cas, j'étais comme... Ouais. C'était des variantes sur les mains, là, j'étais pogné là-dessus. Mais bon, des fois, je réfléchis trop aussi, ça m'arrive, là, comme tout le monde. Et finalement, tu as fait tes 29 jours, tu as terminé ça. Tu as déjà fait du montage, hein, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui as mis un peu la main à la pâte là-dedans ou t'en as pas fait laisser ça à quelqu'un d'autre? J'ai laissé le montage à Amélie Labrèche. OK. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, puis elle a fait un super travail. Oui. Mais j'étais là tout le temps en salle de montage. OK. Oui, c'est ça. T'étais présente beaucoup, J'étais là. beaucoup présente. Même des fois, je me suis dit, elle va me lancer une tomate pourrie, là, parce qu'elle doit être bien tannée que je dise un petit peu plus à gauche, un petit peu plus. C'est ça. Mais le film est arrivé vite quand même, parce que je me souviens, le tournage, le montage, puis t'es arrivé en salle, ça n'a pas niaisé, là. Ça s'est fait vraiment, vraiment à pleine vitesse. Mm-hmm. Et là... Et il faut que tu m'expliques un peu les festivals, parce que là, le film est pris pour... c'est quoi, comment ça s'appelle le festival? C'est le Festival Film francophone d'Angoulême. C'est super le fun. Oui. Là, toi, tu vas aller là-bas, présenter ton film. Oui. C'est super chouette. Est-ce que, avant la sortie du film, tu avais pensé à l'envoyer dans d'autres festivals? Est-ce qu'il y avait une volonté de ça, ou c'était vraiment un film qui venait en ça? Parce que j'ai l'impression que le film n'a pas vraiment fait la run. Ben, c'est-à-dire qu'on a procédé un peu à l'inverse. Pour le meilleur et pour le pire. En fait, c'est qu'on s'est fait offrir donc, le film d'ouverture des Rendez-vous du cinéma québécois, OK. qui est une super plateforme au Québec, tu sais, évidemment. Fait que, bon. Mais c'est ça. Donc, ça devenait non seulement la première au Québec, mais ça devenait la première mondiale. C'est une obligation. Donc, une fois que tu acceptes ça va là, puis c'est... C'est final bâton. Mais okay. Moi, j'en étais pas consciente, pour être honnête, puis on m'a aussi peut-être mal aiguillée, parce que les grands festivals, puis il y en a... Il y en a quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns qui se sont intéressés à mon film. J'ai été sur la shortlist de la quinzaine de réalisateurs, j'ai été sur la shortlist de Locarno, mais vu que c'était pas une première mondiale... T'avais pas le droit. Non. Fait que ça a fait un pas pire pincement. Tu sais, puis c'est comme, ben, tu sais, je suis contente des rendez-vous, mais j'avoue que ça aurait été le fun que ça soit inversé. Oui, je comprends. Ou que le film fasse partie des rendez-vous après. Exact. Ou quelque chose, c'est ça. Quelque chose de la sorte, ben oui, parce que les rendez-vous, moi, j'adore ce festival. Puis c'est ça, tu sais, être en film d'ouverture, c'est prestigieux ici. Puis c'est vraiment un super oui, puis je comprends aussi l'idée. Événement. Je comprends l'idée aussi de vouloir faire les autres festivals, que ce soit la quinzaine ou autre événement de la sorte. Parce que du moins, c'est parce que, tu sais, pour espérer... Moi, avec ce film-là, j'espérais justement aller en festival à l'international. C'est pas tous les films qu'on fait qui se ramassent à l'international. Puis on croise très, très fort les doigts, les mains, encore une fois. On se croise très fort les doigts pour que ça nous arrive, que nos films soient sélectionnés. Mais c'est pas sûr qu'ils sont sélectionnés, tu sais. Puis il y a plein de films là, qui sont présélectionnés dans des grands festivals, finalement, qui le font jamais. Donc, c'est sûr que c'est... Tu sais, c'est pas des choix qui sont faciles à faire non plus. Tu sais, quand tu te fais offrir l'ouverture des rendez-vous, par exemple, même si t'es stand-by pour la Cannes, ben, t'es stand-by, là, c'est pas sûr qu'ils vont le prendre au film. Non, fait que c'est comme... C'est dur à juger. Il y a un gambling un peu à faire là-dedans avec ton film. Une fois que t'as ton film dans les mains, ben, il faut que tu sois capable d'accepter un peu le sort qui réserve. En même temps, il y a eu un beau sort, dans le sens qu'après, quand il était en salle, ça s'est bien passé. Oui, ben oui. Et là, et malgré tout, c'est ça, je veux dire, une fois qu'il a déjà été en salle, tu as le droit de participer à ce festival-là que tu vas participer. Oui. C'est-à-dire que... C'est pas grave, ça. Non, c'est pas grave. C'est-à-dire que dans le circuit des festivals, il y a les très grands festivals comme Cannes, comme Venise, comme Locarno, qui veulent des premières mondiales. Okay. Donc là, pas le droit d'aucune sortie de quelque sorte que ce soit. Mais sinon, les autres festivals, qui sont des beaux et grands festivals aussi, à différents niveaux, ils vont accepter des premières internationales, par exemple. Okay. Et là, ils acceptent donc que ton film soit sorti sur ton territoire. OK. Puis bon. Puis après, le reste, après, bon, c'est autre chose. Là. Voilà. OK, cool. Parlons de l'événement du Grand Prix de cette année, si tu veux bien. Je t'avais approché pour venir au podcast avant cet événement-là. Puis là, cet événement-là est arrivé. Là, j'étais OK. Et j'ai vu les titres un peu
encore une fois, j'ai pas voulu trop savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que je voulais plutôt parce que dans les articles, ben, tu sais, je pense que t'avais 2 citations ou 3 là, puis j'étais comme je veux toute l'histoire de comment ça s'est passé. C'est toi qui as décidé de débarquer là, tu t'es fait approcher. C'était quoi exactement? Oui. Ben c'est moi qui ai initié cette flash mob, cette action politique-là. Puis de façon très tardive, là, parce qu'en fait, depuis la sortie de mon film, j'ai été ridiculement occupée. Je tournais aussi une série à côté, puis il y avait la sortie de mon film, tout ça. Fait que mais je me suis dit, voyons, le Grand Prix débarque à Montréal, je peux pas rien faire, considérant le film que je viens de sortir. Donc, j'ai contacté La Clé, qui est un organisme qui s'occupe des personnes qui ont vécu dans la prostitution. Ça s'appelle La Clé. La Clé, okay. C'est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. En tout cas, je massacre toujours. Il ne faut pas me citer. Non, c'est bon. Ça s'appelle La Clé. On va le trouver. Okay. Si on écrit La Clé prostitution sur Google, ça devrait apparaître. C'est ça. Puis ils font un super travail. Puis c'est elle, à chaque année, en fait, qui organise les campagnes pour dénoncer la hausse de la prostitution pendant le Grand Prix. C'est La Clé qui organise ça. Okay. Donc moi, je me suis dit, je vais m'associer à elle. Et donc, je leur ai pitché mon idée. Je dis, écoutez, moi, je viens de faire un film... Sur le sujet. Exactement. Il y a une jeune fille qui tombe dans la prostitution pendant le Grand Prix de Formule 1. J'ai l'idée de faire une espèce de ciné-parc sur la rue Crescent, au beau milieu des festivités, pour protester contre ça. Puis voilà. Mais ça servait de mon film à cette fin-là. Fait que j'ai refait un montage de juste les scènes de prostitution, en fait. Puis on a loué un gros camion, là. Jesus. Le bout que j'identifiais comme film d'horreur, là? Oui, OK. J'ai sélectionné le film d'horreur. J'ai garoché ça sur un gros écran LED sur une remorque juste devant Crescent au coin de Sainte-Catherine. Devant les Ferrari et tout ça, là, qui traînent, là. Devant toute la foule qui... Tu sais, puis l'idée, c'était dans le fond, c'était d'aller... foutre le bordel un peu là où les touristes sexuels sont. Évidemment, tous les passants qui sont sur la rue Crescent pendant les festivités ne sont pas des clients de la prostitution, évidemment. Nécessairement, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y en avait parmi nous, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et voilà, c'est un grand coup d'éclat qui a eu des belles répercussions. Oui, des belles répercussions. Il y a eu des médias, tout ça. Mais moi, je voulais savoir sur le terrain. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus confronter ces idées-là? Ou est-ce que vous êtes fait insulter? Ou les gens regardaient ça un peu... avec distance et questionnement. Oui. On a eu de tout, mais c'est drôle. Tu sais, moi, je suis pas une très bonne militante. J'ai pas beaucoup d'expérience. Je fais pas ça. Tu sais, moi, faire un film, dans le fond, ça a été ma façon d'ajouter une pierre à l'édifice de ma contestation sociale par rapport à ça. Mais sinon, je suis une piètre militante, pour être honnête. Là. Bon. Mais pendant qu'on faisait l'action, je sais pas comment dire, je me suis complètement détachée de ce qui nous entourait. Okay. Moi, je faisais mon affaire. J'ai comme pas tellement été consciente des réactions tant que ça. Il y a eu quelques doigts d'honneur et autre chose. Ouais? Okay. Oui. Quand même. Mais globalement, c'était... Tu sais, il y avait beaucoup de... En fait, je sentais qu'on était très encouragés dans cette action-là. Il y a beaucoup de monde qui ont pris des vidéos, qui ont pris des photos, des parents qui passaient avec les enfants qui expliquaient ce qui se passait. Fait que c'était intéressant. Ben moi, je pense qu'à Montréal, si on est honnête, je pense que la grande majorité des gens haïssent le Grand Prix. T'sais. En général, moi, oui, je pense que oui. Oui. Mais la ville est déserte. Les gens fuient la ville pendant ce temps-là. Les Airbnb sont pleins. C'est un événement... Moi, ce que je vois, c'est surtout que c'est un événement économique. Les commerces aiment le Grand Prix. Ils n'aiment pas le Grand Prix, mais ils aiment le Grand Prix. Monétairement. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un événement que les gens apprécient tant. Juste sur ma rue ici, sur la rue Berry, tout d'un coup, tout le monde a un chandail rouge de Ferrari là, pendant une fin de semaine. C'est louche, tu sais. Puis moi, ça me rend bizarre, là, tu sais, de voir cette clientèle-là, donc qui sont présents sur l'île. Donc, mais c'est quand même... je me disais, ça arrive à Montréal. Mm-hmm. Sûrement que tu as pris contact avec d'autres gens. Je veux dire, les événements sportifs gros comme ça, tu sais, Super Bowl aux États-Unis aussi, il y a eu beaucoup de prostitution pendant ça. Il y a eu des descentes dans des villes où est-ce qu'ils ont réussi à démanteler des réseaux de human trafficking pendant le Super Bowl. Ça arrive, ce genre de tout. Ça arrive assez. Puis, et l'idée du Grand Prix, sûrement qu'il y a une discussion aussi à faire avec d'autres villes où est-ce qu'il y a d'autres Grands Prix où
probablement c'est ça qui arrive. Ah, c'est la même chose qui se passe scénario. Oui, c'est exactement le même scénario qui se passe dans tous les Grands Prix à travers le monde. C'est sûr. C'est pas original à Montréal d'être comme ça. Pas du tout. Mais tu as raison de le souligner. En fait, non seulement c'est dans tous les Grands Prix de toutes les villes du monde, mais ça va de pair avec les grands événements sportifs, comme les Coupes du monde, le Super Bowl, tout ça. Malheureusement, c'est des grands événements qui viennent avec une très forte hausse des touristes. Et donc, les proxénètes puis les gens dans le milieu sautent sur l'occasion pour essayer de faire le plus d'argent possible. Avec le tourisme, c'est vraiment ça la relation tourisme, mais des fois je me dis, c'est l'événement sportif qui déborde de testostérone étrange ou de... Des fois je me demande si c'est pas ça, tu sais. Ben, c'est une excellente question. Tu sais, je serais curieuse de savoir, on a le festival de jazz, par exemple, ici, il y a pas de touristes, c'est pas la même gang. Je pense pas qu'il y a moins de prostitution pendant les francopholies. Exact. Non, il y a quelque chose avec le sport, la testostérone puis la masculinité. Il y a quelque chose à explorer. La testostérone qui est dans le tapis. Tu vas à la Coupe du monde, le monde sont furieux, là, je veux dire, sont out of their minds, tu sais. Puis des fois, je me dis, peut-être c'est ça, peut-être c'est l'espèce de truc malsain qu'on retrouve dans le sport d'équipe où on essaie de battre l'autre, tu sais, alors que tu sais, si tu regardes des Olympiques, tout ça aussi, je pense pas qu'il doit avoir. En tout cas, je sais pas. Il y a je sais pas pour les Olympiques, puis je sais pas, mettons, pour les tournois de tennis. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a moins, mais. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe, là. Faut comme pas. Non, mais on discute, là. On discute juste d'idées, puis on se pose des questions. Si quelqu'un qui nous écoute qui a les réponses, s'il vous plaît, envoyez-nous un email. Ça serait le fun à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Ouais. Là, ce film-là, on peut quand même le qualifier, je pense, d'un pas pire succès pour un film, point final, mais aussi, en plus, c'est ton premier film, c'est ça qui est cool. C'est terminé. Le film continue à être distribué. Tu vas parler de ton film, mais est-ce que en ce moment t'écris un peu? T'as dit tantôt que t'as réalisé parallèlement une série. Oui. T'as-tu le droit d'en parler ou t'as pas le droit? Oui, j'ai absolument le droit d'en parler. Oui, c'est une série documentaire pour Radio-Canada qui s'appelle Les Ambassadrices. C'est avec Rebecca McKinnon. Puis, dans le fond, c'est un peu sa quête à avoir la rencontre de 12 femmes, 12 Québécoises qui ont quitté le Québec pour aller s'épanouir professionnellement à l'étranger. Donc, Farah Alibé fait partie des femmes qu'on suit à la NASA. Laurie Rousseau-Neptune, c'est une astronome à Hawaï. Daphné Cousineau est chez Jimmy Chou en Europe. Mais c'est quoi l'angle de la série? C'est-à-dire qu'elles étaient obligées de quitter le Québec pour s'épanouir parce qu'elles trouvaient pas ce qu'il fallait ici, ou c'est plus... sur l'ambition, sur le rêve? Plus sur l'ambition. OK. Sur l'ambition, sur le courage, sur les différents angles de devoir quitter sa patrie pour aller s'épanouir un peu ailleurs. Parce que c'est un peu ça quand même, parce qu'il y a certains métiers qui obligent. Si tu veux aller au bout du truc, il faut que tu quittes des fois. T'sais. Oui, c'est ça. Ou il y a des opportunités qui se présentent, puis tu les suis. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement facile là, de quitter son pays. Bon, il y a des gens qui préfèrent que d'autres. Mais c'est plutôt de mettre de l'avant vraiment le fait que c'est des femmes fortes qui ont poursuivi leurs ambitions professionnelles avec brio. Puis c'est donc, tu sais, il y a plusieurs femmes, en fait, qui répètent que tu peux pas devenir quelque chose que tu ne vois pas. Donc, l'idée de la série, c'est de porter à l'écran des femmes pour que des jeunes filles se sentent inspirées puis sachent qu'elles peuvent devenir... autre chose. Exactement. Elles peuvent atteindre des grands sommets dans toutes sortes de domaines différents puis et en voici la preuve, donc. Wow! Dans ta série, peut-être vendre un petit punch. Si ça te dit, y a-tu une des rencontres qui t'a le plus surprise que tu t'attendais pas du tout? Mon Dieu, c'est difficile parce que, tu sais, on reçoit tous les rapports de recherche, tout ça, fait que c'est comme si quand je pars en tournage, tu sais, des parcours qui m'ont le plus impressionné. Ou qui t'ont surpris, nécessairement. Mettons que tu as fait « Ah, je m'attendais... » Justement, que comme une jeune fille qui va écouter l'émission, qui va faire « Ah, on peut faire ça. » Est-ce qu'il y en a eu une personne qui t'a fait réaliser ça? En fait, il y a un parcours, je pense, qui m'a fascinée parce que c'était tellement pas rectiligne. C'est peut-être parce que ça m'a rejoint, parce que moi-même, j'ai pas un parcours particulièrement rectiligne, mais c'est Nathalie Bonhomme. Elle se fait surnommer la reine des vins d'Espagne au Québec, parce que c'est elle qui a beaucoup participé à l'importation de vins espagnols au Québec. Puis elle a eu une vie complètement... Je veux dire,
elle est partie très jeune de la maison. Tu sais, c'est une exploratrice dans l'âme. Donc, elle est partie très jeune de la maison. Elle s'est ramassée en Afrique du Sud. Puis, elle a vraiment un parcours surprenant, empreint de beaucoup de liberté, puis d'audace, puis de... OK. Donc, je sais pas, c'est elle qui me vient en tête rapidement. On va regarder ça. De toute façon, ça sort l'année prochaine, je présume. En septembre. En septembre, c'est pour ça déjà? que je suis full pin dans le montage. Ouais, c'est sans arrêt. C'est hallucinant. Mais là, t'as ça. Oui. Série documentaire, c'est cool. C'est quelque chose quand même que tu maîtrisais déjà, le documentaire. Là. Oui. Et là, tu as fait un film de fiction-là. Est-ce que tu es déjà en train de penser? Ben oui. OK. J'ai 3 projets. OK. De films de fiction. Que tu réfléchis, là, je veux dire, c'est ça. Que tu élabores. Exact. Ils sont pas tous au même stade, disons, d'écriture. Il y en a un... Ben, il y en a un dont je peux parler. C'est... j'ai eu le soutien, en fait, de la SODEC il y a quelques années pour adapter la pièce de théâtre Dimanche Napalm de Sébastien David. Ah oui? Oui. Cool! Oui, que j'avais beaucoup aimé. Puis Sébastien, c'est un ami aussi. Puis j'étais comme, hey Seb, ta pièce est vraiment bonne. Moi, j'ai envie d'adapter ça. Wow, ça, c'est très cool. Oui. Fait que là, c'est ça. Aujourd'hui, justement, je suis en train de travailler là-dessus. Là. Okay. Je m'y remets tranquillement. Parce que, évidemment, réaliser un film, ça fait que t'es complètement absorbé par... Pour moi, c'était un an et 3 mois, c'est comme pas mal à temps plein. C'est ça. Fait que j'avais pas le temps de faire d'autres choses. Okay. Mais là, enfin, je suis contente là, parce qu'il y a cette espèce de porte-là qui s'ouvre de nouveau, cet espace que je vais avoir devant moi. Donc, je suis bien contente. Cool. Et là, les 2 autres projets, parce que là, c'est évidemment l'adaptation de Sébastien et David, c'est cool, mais c'est quand même une adaptation. Oui. Donc, tu as un texte qui est donné à toi, tu sais, tu pars de là. Oui. Bon, c'est cool. Je le triture énormément, d'ailleurs. Je sais pas si... Il va falloir que j'y parle bientôt, parce que je sais pas s'il va accepter que ça s'appelle Dimanche Napalm encore. Mais voilà. Mais est-ce que tu continues à faire des projets solo d'écriture un peu comme ton film? OK, donc tu continues à aller là? Oui. Les 2 autres projets de films, c'est des... Il y en a un qui est très personnel, en fait. OK. Oui. Un peu à l'instar de... J'ai hâte de voir ça va être quoi mon parcours cinématographique sur le long terme, parce que, tu sais, j'ai un côté indignation qui est très fort chez moi. C'est mon indignation face à la prostitution qui a été un moteur de création hyper important pour faire Noémie Dioui. Puis il y a plein d'autres idées de films qui sont portés par ce genre d'indignation, cette capacité à m'indigner qui m'a été transmise par mon père, qui est du même acabit. Mais j'ai aussi un côté érotiste, tu sais, comme mon court-métrage érotiste. Oui. Donc, tu sais, comédie romantique, là, c'est-à-dire qu'on est très, très loin du film d'horreur puis du drame social. Ben oui. Fait que c'est ça. Je pense que je vais osciller un peu entre les 2 pôles constamment. Peut-être pour ma santé mentale aussi, ça va me faire du bien. Oui, mais une comédie, c'est tout un autre style pour filmer, pour créer. C'est même la mise en scène, c'est comme complètement différent. Une comédie, ça peut être cool. En tout cas, ça pourrait pas être plus à l'opposé de ce que tu viens de faire. Non, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée, tu sais, après, puis tu reviens au drame. C'est ça, mais comme tu dis, c'est difficile peut-être d'évaluer maintenant ça va être quoi ton parcours, parce que là, tu peux pas nécessairement te donner des limites de création, tu sais. Si tu files d'aller dans une direction, tu y vas, puis... Ben, ce que j'ai appris avec Noémie Dioui, c'est que pour faire un film, ça va avoir l'air peut-être une grande banalité, là, mais il faut vraiment, en tout cas pour moi, il faut que je sois hyper portée profondément par mon scénario, mon sujet. Parce que c'est tellement de travail. Tu sais, la réécriture, c'est de la réécriture. On dit souvent ça, là. Mais c'est ça, tu reviens sur ton projet moult fois, t'as beaucoup de non habituellement avant d'avoir des oui, donc... ça m'a appris simplement que pour mes prochains films, je vais vraiment m'assurer qu'ils soient profondément ancrés dans mon cœur et mes convictions, quelles qu'ils soient. Ça peut être des convictions de relations amoureuses. Oui, absolument. Ouais. Mais c'était le cas là. Ben oui, c'est ça. Là, c'est que c'était absolument le cas. Mais ça vient pas avec une lourdeur. Oui, ça t'a porté, mais ça vient pas avec une lourdeur en même temps. Non. Parce que moi, quand je vois des films dramatiques, surtout OK, il y a des drames de fiction, fiction, tu sais. Dans ce cas-ci, c'est de la fiction, mais ça se peut et c'est arrivé. Et donc, quand tu touches à quelque chose de super réaliste comme ça te fait pas, ça fout pas le cafard un peu des fois? Non. Wow. Ouais, non, c'est ça. Écoute-moi, on dirait que la réalité
La vie est tellement dramatique que je m'entoure de comédie là, pour oublier des fois le réel, là, mais parce qu'avoir les mains, tu sais, même musicalement, des fois, je joue des pièces que c'est triste. Puis si je passe 2 heures de temps à jouer ça dans la même journée, ben je commence ça déteint sur mon humeur, ça déteint sur moi. Mais toi, mais ça, je comprends. Je pense que la musique m'affecte plus, en fait, possiblement, que, mettons, tout l'investissement que m'a demandé Noémie Dioui. Mais non, surprenamment, tu sais, moi, dans le fond, par rapport à la prostitution, je ressens une grande impuissance en tant qu'individu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais, à part d'en parler, tout ça. Mais bon, là, j'ai pu en faire un film. Donc moi, ça m'a donné... Ça a été un peu un antidote à mon impuissance, en fait. Je me suis dit, ben moi, j'offre ça. J'offre ce film-là pour éveiller les consciences, puis pour juste faire un film, là. C'est-à-dire qu'on... Tu sais, mon film, c'est... Comment dire? J'ai pas voulu faire de l'éducation avec mon film, mais tant mieux si ça fait avancer le dossier. Puis revenons rapidement au film, parce que c'est quand même prostitution chez les mineurs. Mm-hmm. C'est quoi tes positions par rapport à la prostitution chez les majeurs? C'est la même. Bon, tu sais, la prostitution des mineurs ou l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un give-in que tout le monde est contre ça. Là, mm-hmm. C'est comme être... Non, mais ça, c'est unanime. Là. C'est ça. Là, il n'y a personne qui s'ostine là-dessus. Là. Non. L'ostinage commence à 17 ans et 365 jours, c'est-à-dire à 18 ans. Puis moi, en fait, je considère que la prostitution, c'est une violence à l'égard des personnes prostituées, essentiellement des femmes, mais aussi des hommes. Et donc, ça s'inscrit dans un contexte où c'est des relations profondément inégalitaires qui unissent les hommes et les femmes dans cette transaction-là. Pour moi, il y a une violence qui est propre au fait d'être acheté. Il y a une violence qui est propre au fait qu'on nie entièrement ce qu'on est. C'est-à-dire que dans le rapport prostitutionnel, il y a quelqu'un qui paye, puis ça lui donne le droit de coucher avec toi, même si toi, ça te tente pas. Il y a toute une négation de la personne qui existe parce qu'il n'y a aucune prostituée qui a du désir. Hein. C'est l'inverse qui se passe, là. Donc, c'est ça. Donc, moi, je souhaite qu'on vive dans une société où il n'y en ait pas de prostitution. Ouais. Ou du moins qu'il y en ait très peu. C'est-à-dire que, tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui... Je sais qu'il y a une minorité, en fait, pour qui la prostitution est une activité positive. Mais pour la très grande majorité, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est un cauchemar, c'est un film d'horreur. Ouais. Fait que c'est derrière ces gens-là que je me ligue pour dire, on peut-tu comme réviser cette pratique-là dans nos sociétés? Parce que c'est drôle, tu sais, ma position abolitionniste par rapport à la prostitution, souvent c'est perçu, tu sais, il y a certains qui... Ben, je suis féministe, mais tu sais, il y a des féministes qui sont pro-prostitution, là. Ah, mais ça, c'est exactement ça que j'allais te pointer du doigt, parce que on les voit, ces discours-là, puis ils sont invités sur des tribunes où je dois admettre qu'elles défendent leur point convenablement, tu sais, dans le sens que c'est préparé, puis ils ont réfléchi à ça, puis c'est difficile, tu sais, puis aussi, il y a différents, en tout cas, ça, c'est suite à des entrevues que j'ai entendues, il y a différents styles de marché de prostitution où il y a de plus en plus des filles qui sont comme indépendantes et qui s'arrangent apparemment elles-mêmes. Oui, mais ça change rien à la violence de la prostitution. Ça change rien à l'action. C'est ça. Mais il y a certaines filles qui justifient que c'est correct à cause de l'indépendance de l'action. Maintenant... Mais c'est parce que même si tu es indépendante, en fait, pour avoir fait beaucoup de recherches sur le sujet, tu sais, les femmes qui vont se considérer indépendantes et heureuses pendant un bout de temps, ils vont pas être plus à l'abri des conséquences de la prostitution. C'est-à-dire que tu peux bien un peu, sans vouloir faire un lien bidon, là, mais pas bidon, mais du moins qui peut-être qui manque de, je sais pas quoi, de profondeur, là, mais tu sais, Kelly, elle a dit oui à mon film. Elle a dit oui pour interpréter le rôle de Noémie, mais elle a quand même subi les conséquences d'avoir interprété Noémie. C'est-à-dire que même si tu dis oui à une situation, ou même si tu rentres là avec consentement, là, un beau grand consentement, ça veut pas dire que tu vas être épargné par cette expérience-là. Puis les femmes qui ont été indépendantes dans le milieu, qui n'avaient pas de pimp, qui faisaient de l'argent, qui choisissaient leurs clients, je mets des gros guillemets, quand ils réussissent à sortir de ça, ils considèrent quand même qu'ils ont été victimes d'exploitation sexuelle. Quand même. Au bout du compte. Exactement. Puis moi, ce qui me fatigue dans ce discours-là aussi des pro-prostitution, c'est que effectivement, elles sont sur plusieurs tribunes. Puis ce que ça donne comme illusion, c'est que les pro-prostitution puis les contre-prostitution, disons, ils ont l'air d'être
au même niveau en termes de statistiques. C'est-à-dire que ça donne l'impression qu'il y a autant de personnes qui trippent à faire de la prostitution qu'il y a de monde pour qui c'est un cauchemar. Mais c'est pas ça. Pour moi, Stella, parce que c'est l'organisme qui défend beaucoup cette position pro-prostitution, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Puis moi, je me garde bien de cacher la forêt avec une minorité de personnes pour qui c'est positif, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai envie d'inviter les gens à avoir du sexe autrement. C'est super, là, le sexe. Là. Je veux dire, si t'as besoin de coucher avec quelqu'un, là, j'encourage fortement les gens à aller sur Tinder, tu sais. C'est super. Mais va avec quelqu'un, tu sais, que tu payes pas, puis avec qui tu peux avoir une expérience sexuelle Oui, non, ça c'est certain. Puis, est-ce que tu as écouté beaucoup de films de fiction dont le sujet est la prostitution? Est-ce que tu as écouté Jeune et Jolie? Ben oui. Comment t'as dû te sentir légèrement furieuse en regardant ce film-là? Même moi, que tu sais, j'ai pas fait un film là-dessus, j'ai regardé le film, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est un étrange film. Ben, il y a celui-là, tu sais, j'ai toute une liste devant moi de où est-ce que, tu sais, dans un autre sens, Tangerine. T'as-tu vu Tangerine? Oui, j'ai vu Tangerine. Tu sais, c'est quand même, c'est de la prostitution, mais tu sais, c'est quand même une comédie de mœurs, un peu, ce film-là. Oui. Et Florida Project, que t'as dû probablement voir aussi. C'est super. Ça, quand même, ça se rapproche un peu plus de regard, c'est terrifiant aussi, avec une petite fille qui est impliquée là-dedans. Non, ça, c'est super. Mais il y a un peu de tout dans le cinéma dit de prostitution, dans lequel on voit un regard sympathique, un clin d'œil, un peu comme Jeune et Jolie, puis d'autres qui vont être un peu plus arides. Mais il y a quand même un éventail. Tu sais, c'est pas. Tu sais, il y a même des fois un certain romantisme là-dedans qui s'établit. Tu sais, Leaving in Las Vegas. Tu sais, il y a quelques films comme ça où est-ce que la ligne est pas claire. Puis en fait, elle est à l'image du débat qu'on a un peu en ce moment. Absolument. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de. Moi, je trouve ça très important, en fait, que nos opinions passent le test des faits. Ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont un regard sur la prostitution qui n'est pas documenté. Puis ça donne lieu à, selon moi, ce genre de scènes-là en cinéma ou en télévision qui sont plutôt du côté du romantisme, puis du glam, puis de ces tigidous, tu sais. Bon. Mais c'est ça. Quand tu regardes les faits, puis comment vraiment comment ça se passe dans ce milieu-là, je vois pas comment tu peux vraiment défendre ce genre de scène-là dans un film, tu sais. Comment tu te positionnes par rapport... Ben là, je saute à un autre affaire, mais ça a rapport avec le cinéma un peu, mais tu sais, pornographie et OnlyFans, là, ça c'était l'affaire qu'on a connue dans la dernière année, justement, où, encore une fois, on parle d'indépendance financière dans laquelle une fille peut finalement faire beaucoup d'argent avec son corps sans être en contact physique avec un autre humain. Ça arrange bien du monde dans le milieu pornographique. Et là, aujourd'hui, c'est rendu que même, tu sais, il y a des articles dans tous les magazines de business, Fortune, tout ça pour dire c'est qui les mieux payés dans le milieu du OnlyFans. Toi, quand tu regardes ça, tantôt, tu parlais de sexualité, de trouver d'autres façons d'avoir une certaine sexualité. Ici, il y a encore un rapport économique. Tu payes un abonnement. Comment tu trouves ça? Pour OnlyFans, mettons? OnlyFans. Ou la porno? Les deux, un peu, tu sais. Comment tu vois ça? Les deux, déjà, parce que, tu sais, en porno, c'est des vrais humains qui se rencontrent. Mais je peux pas trop prononcer. OnlyFans aussi, c'est rendu que les... Ah oui, ils se rencontrent? Oui, l'affaire, c'est que maintenant, pour les actrices porno, pour faire plus d'argent, vont faire du contenu exclusif sur OnlyFans. C'est comme ça parce qu'au lieu de tourner sur une prod où est-ce qu'ils sont payés tant pour la journée, ils font je vais faire une petite prod maison, puis je vais faire bien plus d'argent. Puis là, c'est que là, il y a des actrices porno qui, en ce moment, frôlent le demi ou le plein million par année en faisant ça. Ah oui. Et les filles le disent, préfèrent ça comme modèle économique, comme condition de travail, parce qu'elles contrôlent les partenaires avec qui elles travaillent, elles contrôlent même, tu sais, parce qu'aujourd'hui... Mais tu parles de OnlyFans ou de la porno? C'est les deux. C'est lié ensemble, parce que maintenant, la pornographie... Tu sais, oui, il y a des sites pornographiques qui sont publics, tout ça, mais aujourd'hui, les actrices porno gagnent mieux leur vie sur OnlyFans.
En restant à distance, c'est comme du sexe à... Okay. Du sexe à distance, qui est une nouvelle... Moi, ça me fascine parce que je paye Netflix puis je trouve que c'est super trop cher, mais c'est le même prix pour être abonné à une actrice porno sur OnlyFans. Donc, faut vraiment que tu sois dédié. Moi, j'ai jamais encore rencontré, à moins que mes amis ils sont bullshiteux puis ils me cachent leur vie, mais j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est abonné à quelqu'un sur OnlyFans, mais apparemment, il y en a beaucoup de gens qui le font parce qu'il y a un modèle économique. Juste la fille qui je sais plus son nom, celle qu'on baptise la fille de l'UQAM, là, celle qui a pris une photo nue avec son diplôme, qui est partout sur une Québécoise, puis qui fait une tonne d'argent là-dessus. T'sais. Tu vois-tu ma face dubitative de fille qui est vraiment pas au courant? Mais ça t'aurais un super sujet. T'aurais un super sujet à développer là-dedans. Un peu en continuité avec ça, mais c'est assez fascinant la tournure des choses en ce moment. Il y a un paquet d'articles là-dessus. Puis les gens sont encore curieux de se poser la question si c'est correct, c'est pas correct. Comme tout un truc d'éthique qui n'est pas clair encore avec ça. T'sais. Pour vrai, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Tu vois, je suis pas vraiment au courant. Le mieux de la porno, je sais qu'il faut vraiment mettre une tonne de paires de gants blancs là, pour en parler. Puis il y a des affaires correctes. Je viens d'écouter un balado d'ailleurs qui parlait d'une femme qui réalise la porno. Puis bon, ça va l'air super éthique en fait, la façon dont ça se passe et tout ça. Mais il y a différents courants là. Dans la porno, la porno, c'est pas juste une seule chose. Non, c'est ça, exactement. Puis OnlyFans, pour vrai, je connais pas ça. Okay. Mais, comment dire? C'est parce que, globalement, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, comment on met en image les femmes, en fait? Puis c'est quoi les rapports qu'on installe? Puis, tu sais, c'est sûr que la prostitution, c'est pas la même chose que de faire juste une page OnlyFans où tu rencontres jamais les gens. En vrai, c'est pas la même chose. Il y a pas un les mêmes monde. enjeux, là. Non, puis le fait que l'intégrité corporelle soit pas atteinte, c'est majeur dans l'histoire, là. Je veux dire, ça change tout, là. Tu sais, au niveau du traumatisme, justement, que les personnes prostituées vivent versus les gens sur OnlyFans, ça n'a rien à voir. Non, parce que la prostitution, il y a des risques de violence, il y a des risques, il y a tellement de risques, en fait. C'est un risque juste de faire 10 clients par jour. C'est un risque dans le sens où c'est l'intégrité de ton corps qui est niée pendant des heures et des heures avec plein de monde que t'as pas envie de voir, là. Je veux dire... Que tu connais pas. C'est un peu horrible. Mais c'est ça, OnlyFans, qu'à dire? Tu sais, prendre une photo tout nu avec son diplôme, je sais pas pourquoi, puis pourquoi les hommes font tout ça, puis pour qui... Je sais pas, je pense que c'est encore beaucoup toujours la femme qui se dénude tout le temps, là. Moi, je suis tannée. Moi, j'ai envie de faire d'autres choses pour elle, là. Je suis comme, si, on peut-tu... Peux-tu passer à un autre numéro? Passer à un autre appel, tu sais, moi, j'admire beaucoup Christine The Queens, mettons, tu sais, qui est une super artiste pop, puis elle se déshabille pas. Je veux dire, ça fait-tu du bien, ça, un peu, dans l'univers pop? Je suis comme, youpi! En même temps, je vais être le petit diable. Il y en a plein qui vont dire, ben non, on a le droit de faire ce qu'on veut, on est maître de notre corps. C'est ça, mais c'est quand même... ce discours-là, il n'y a pas de bon sens parce que c'est pas vrai que tous les choix qu'on fait, d'abord, sont pas conditionnés par la société, puis que ces choix-là ne conditionnent pas à leur tour la société. Je trouve que c'est vraiment comme... C'est comme un discours... vicieux, c'est ça. Oui, puis c'est un discours un peu de surface, là, tu sais, pardon, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est drôle parce que c'est dur de s'opposer à ça quand les personnes le disent, tu sais, parce que c'est comme disent ou le vivent encore, tu sais. Parce que souvent, les personnes qui vont le défendre ont eu l'expérience ou le pied dedans, puis peuvent après en témoigner positivement ou pas là, ou peu importe, là, tu sais. Mais c'est un sujet, non, c'est super délicat. T'sais, moi-même, je regarde ça, je lis là-dessus, puis je suis toujours un peu comme, OK. Ben, tu sais, dans le cas d'OnlyFans, je me disais, au moins, ils sont pas en danger physiquement. Oui, ça, c'est honnêtement, c'est la première. Puis je pense que ça vient avec la pandémie. Je pense que tout ça est apparu avec la pandémie. Parce que les gens auraient dit, je peux mettre une caméra web, puis faire ça de chez moi, puis c'est réglé, tu sais. Mais après... Il y a aussi un drôle de rapport qui s'établit dans la représentation. Oui, puis le pas devient juste plus mince aussi dans le fait de peut-être succomber à rencontrer un de ces gars-là puis de coucher avec. Ouais, puis là, oups, ça, c'est pas peut-être, ça, c'est sûr. Ouais. Ça veut pas dire que, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est sur OnlyFans qui finit par passer de l'autre bord de la barrière, mais ça rapproche, en tout cas, de ce genre de rapport-là. Ouais. Hey, une question comme ça...
évidemment, tu fais du cinéma, donc tu dois aller au cinéma. Oui. Est-ce que quand tu vas au cinéma, est-ce que c'est un moment de boulot? Est-ce que tu vas sérieusement, tu t'installes pour analyser ce qui se passe devant l'écran, ou tu réussis à être encore à amener une barre de chocolat, du popcorn, t'asseoir puis te laisser te divertir devant un écran? Parce que souvent, je me rends compte que j'ai bien des amis en cinéma, on dirait qu'une fois qu'ils se mettent à réaliser, ils ont de la misère après à apprécier juste la forme d'art. Tu sais, moi, en musique, c'est vrai que quand j'écoute de la musique classique, parce que c'est mon métier, ben, je vais analyser un peu plus, mais par contre, je mets de la musique pop, puis je me ferme les yeux, puis je danse, puis c'est fini, puis je sais que c'est même pas si compliqué. Des fois, la forme harmonique et les mélodies ne sont pas complexes, mais ça me fait bouger, puis j'aime ça. T'sais, donc, je réussis encore à voir la musique comme ça. Toi, le cinéma, est-ce que t'es capable? Oui, moi, c'est toujours la grande joie. Toujours la grande joie? Oui, oui. Puis en fait, ma connaissance du cinéma, mon appréciation du cinéma qui est forcément plus technique là, de par mon métier, moi, ça me rajoute de la joie. Parce que parce que ça permet des analyses ou une compréhension du langage cinématographique que j'avais pas avant d'étudier là-dedans. Donc non, moi c'est que du bon d'être cinéaste et cinéphile. T'as-tu des films de chevet? Ouais, c'est une bonne question. Oui, j'ai des films de chevet. Un de mes films de chevet, c'est Or, mon trésor de Keren Yedaya. Je ne connais pas. C'est un... Or, mon trésor. Ouais, Or, O-R, entre parenthèses, mon trésor. Okay. C'est un film israélien de 2004 qui a gagné la Caméra d'Or à Cannes cette année-là. Pour moi, c'est un super film. Super film que j'ai vu à maintes reprises. OK. Cool. Sinon, 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Christian Mungiu. Ça, c'est un autre de mes films de chevet. Je peux comprendre. OK, on aime un cinéma qui... Ben oui, c'est pas tombé bien loin, le Noémie Dioui. Non, mais qui est dur à porter un peu quand même, mais non, mais je comprends. Ouais. Okay. The Son of Soul. T'as-tu vu ça, The Son of Soul? De Laszlo Nemes? Non, mais c'est un film de guerre. Ouais. Okay, comme je pense, un faux plan séquence mené pendant un temps, ou c'est une caméra à la première personne qui nous... En fait, c'est une caméra qui demeure à 1 mètre du protagoniste pendant la totalité du film. C'est ça. On ne le voit jamais. Donc, une espèce de mise en scène folle qui se passe en arrière de ce personnage-là. Ouais. J'en avais entendu parler, je ne l'ai pas vu, ce film-là. C'est troublant à quel point c'est extraordinaire, ce film-là. Que c'est bien fait. Oui. OK. Puis, j'en ai plusieurs autres. J'ai droit à combien? T'as le droit autant que tu veux, mais tu sais, ça va un peu dans le concept. Mais de toute façon, c'est quoi? Gardez en tête, on va passer maintenant à la prescription. Et on y va. C'est toi qui vas ouvrir le bal. Je t'écoute. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai une prescription bien spéciale pour vous. Et la première, ma première suggestion, c'est un livre que je viens de lire de Catherine Etier, que j'aime d'amour, et qui a écrit Une femme extraordinaire. Et je dois dire, en fait, comme toi, je n'aime pas les teasers et j'aime rien, en fait, qui peut me dévoiler à l'avance que je m'apprête à lire ou à voir. Bon. Fait que j'avais rien lu sur son livre. Super. Puis j'ai été surprise parce que c'est un livre qui parle beaucoup de mort puis d'idées suicidaires. OK. Et donc, c'est surprenant, surtout connaissant... Les siennes ou... Ben, je pense que oui. Je pense que Catherine Etier a un mal de vivre, mais là, pour vrai... C'est une théorie. C'est une théorie. C'est basé sur ta lecture. C'est basé sur ma lecture. Voilà. Mais c'est extrêmement touchant. OK. Puis ça se passe, entre autres, pour une bonne moitié de l'ouvrage, là, ça se passe sur un bateau de croisière qui s'appelle The Princess of the Sea. Puis, j'ai été vraiment profondément touchée par cette lecture-là qui m'a à la fois déroutée et ravie.
Alors, je la conseille à tout le monde. Puis évidemment, c'est Catherine Etier. Fait que, tu sais, c'est comme la combinaison de, oui, ça parle de mort ou de désir d'en finir, puis en même temps, tu ris constamment, là. Oui. Voilà. Ben oui. Parce qu'elle a une plume extraordinaire. Ben oui, parfait. Alors voilà. Cool. Prescription 1. Moi, je te lance. Est-ce que tu connais la musicienne et actrice Lisandre Ménard? Est-ce que ça te dit peut-être quelque chose? Elle jouait dans un film La Passion d'Augustine. Mais oui, voilà. Lisandre! La pianiste aux cheveux bouclés blonds. Ben, Roux. Roux, en tout cas. Ouais. Mais là, je suis un peu daltonien, donc on va me pardonner. Donc, elle a eu quelques rôles au cinéma et aussi dans des téléséries. Moi, à la base, je la connais à cause qu'elle est musicienne, à cause qu'elle est pianiste. On s'est connus dans des camps d'été. Très bonne musicienne qui a fait ses études ici. Après, elle est allée à Londres. Et là, elle est revenue et elle a lancé, il y a à peine un mois, un projet de disque solo, mais pas classique, mais de chansons. Ah. Ouais, et son projet, si vous voulez le trouver, c'est juste Lisandre. C'est juste comme ça, c'est son nom justement d'artiste. Oui. Et ce nouveau disque, il est vraiment chouette. Il s'appelle Sans oublier. Je la reçois d'ailleurs, je vais la recevoir très bientôt pour parler en détail un peu de son disque. Elle est révélation de l'année pour Radio-Canada. Wow. Donc, on va la voir partout, à la télé, à la radio. Son disque va beaucoup jouer. Une jolie voix, des beaux arrangements. C'est super raffiné. Il mélange un peu pop 70s, mais aussi il y a un peu d'électro. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est bien senti des beaux textes. Bref, Lisandre, allez écouter ça. Vraiment un beau disque qui serait de la musique, honnêtement. Je suis pas mal à 100% sûr qu'il va y avoir un film qui va acheter des droits pour quelques chansons. Je serais pas surpris. Moi? Peut-être toi. On verra. Bon, ben, je te relance avec une autre prescription musicale. Vas-y. En fait, mes 2 prochaines suggestions, c'est des œuvres à venir, mais que j'ai eu la chance de côtoyer déjà. Donc, mon copain, en fait, il s'appelle Marcus Paquin. Oui. Puis c'est un réalisateur d'albums, un music producer. Je connais Marcus. Tu connais Marcus? Oui. Ah! Mais je vais t'en parler en ronde après. Okay, parfait, pourquoi super. je le connais. Bon, mais Marcus, non seulement c'est un grand producteur d'albums, mais c'est un grand musicien solo avec une voix extraordinaire. Et donc là, il va lancer son premier album solo qui va s'appeler Our Love. Je suis surpris parce que c'est justement, j'étais pas conscient qu'il avait fait un truc solo. Il a fait beaucoup de collaborations. Mais... Oui, ben, il y a eu des groupes de musique, Silver Starling et tout ça, mais sinon, il a participé à des albums avec Arcade Fire, avec The National, avec Tim Baker, etc., etc. Fait que c'est un super réalisateur, mais là, en plus, on va pouvoir découvrir sa musique. Nice. Donc, Our Love, écoutez ça. Qui sort quand? En novembre. En novembre. Parfait, on va suivre ça. Marcus, excellent. Et une autre œuvre du futur? L'autre œuvre du futur, là, ça c'est pour les cinéphiles de ce monde, c'est le prochain film de Ruben Östlund. Je massacre son nom. Ruben Östlund. C'est lui qui a fait The Square, c'est lui qui a fait Force Majeure, donc il vient de gagner la Palme d'Or à Cannes. Tu l'as vu? J'ai vu son film à Cannes. Ah, t'étais là-bas? J'étais là-bas. OK. Triangle of Sadness. Puis? Écoute, moi, c'était mon coup de cœur quand je suis allée à Cannes. Là, je suis sortie de là galvanisée. Là, c'est extraordinaire. C'est un film sur le pouvoir, en fait, qui va très, très loin. Comme il l'a fait si bien. Exactement, comme il l'a fait si bien. Un bijou. Donc, c'est sûr que quand c'est à l'affiche ici, j'y retourne là, puis je le conseille à tout le monde. OK. Et ça va encore, justement, dans un peu d'excès avec comme The Square, mais aussi Force Majeure. Oui. OK. Plus style The Square, c'est ça, avec des scènes qui vont loin, tu sais. Ils s'arrêtent pas à... Je sais pas comment dire, là. Ils s'arrêtent pas à ce qu'il y a du bon sens ou à ce qui serait réaliste, justement, il va loin. C'est une comédie dramatique un peu encore, dans ces mêmes teintes-là? Il reste dans cet univers-là... grinçant. Oui, très grinçant, très fort, très brillantissime, en tout cas. Wow. Voilà. Triangle of Sadness. Puis t'étais sur place lorsqu'ils l'ont présenté, puis c'était-tu un peu comme les fameuses ovations de 20 minutes, puis que le monde capote, ou c'était-tu ça? Ben non, pas pour moi, dans la mesure où je suis allée le voir quand il a rejoué, dans le fond, il a été reprojeté 3-4 fois. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai pas assisté au tapis rouge, mais... Non, j'espère qu'il y a une grande ovation. Ah, ça doit, évidemment. Ben, c'est gagné, ça doit être assez bien accueilli. Ça doit être pas pire. Exactement. Écoute, allez voir Noémie, ça vaut la peine. C'est un super film. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais annoncer avant qu'on se quitte? Y a-tu des trucs qui s'en viennent?
Non, simplement que le film continue à être à l'affiche. Il va être donc au Festival d'Angoulême à la fin du mois d'août. Si quelqu'un est de passage, à l'aéroport, là, si le monde veut aller se taper un petit film d'horreur aussi à l'aéroport, c'est le temps. On vous attend. Excellent. Hey, merci beaucoup. Puis, au plaisir de se croiser. Oui, absolument. Merci, Frédéric. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.